09. Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de votre émission Santé. Comme toujours, votre santé est notre préoccupation. Voilà pourquoi nous vous demandons toujours de bien vous alimenter. Et quand on parle d'alimentation, on voit là notre première rubrique alimentation et santé. Chris Joy, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons parler de la banane qui est un fruit. On retrouve les bananes au marché, au supermarché, dans tous les endroits de Brazzaville, que ce soit à Pointe-Noire, partout. Nous retrouvons des bananes. Donc aujourd'hui, on va parler de la banane et de ses atouts ou de ses apports nutritionnels. Découvrez cet élément. Si vous aimez la banane, lisez ces 10 faits surprenants. Attention au numéro 6. La banane, ce fruit qui nous vient des tropiques, s'accommode à tous les desserts pour le plus grand bonheur de nos papilles. Mais saviez-vous que ce fruit est aussi un allié aux étonnantes propriétés curatives? La banane, c'est des glucides, du potassium mais bien d'autres vertus que l'on vous étaye ci-dessous. La banane, ce puissant désinfectant intestinal. Voilà qui devrait couper court à une idée reçue bien ancrée. Qui de nous ne se prive pas à tort de consommer de la banane le soir, de peur de dormir ballonné ou de ne pas pouvoir la digérer. La banane a la particularité d'agir comme un désinfectant intestinal pour améliorer la digestion en plus de protéger la flore intestinale grâce aux probiotiques, ces fibres alimentaires qui nourrissent les bonnes bactéries dans notre côlon et produisent les enzymes bonnes pour le transit intestinal. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si nos grands-mères nous gavaient de purée de banane pour venir à bout de la constipation et soulager les brûlures d'estomac, ulcères, ballonnements, flatulences ou tout autre trouble digestif. Elle régule le taux de sucre dans le sang. Grâce à sa teneur en amidon résistant, une sorte de sucre, la banane favoriserait la perte de poids chez les individus souffrant d'embonpoint et atteints de diabète de type 2. Ce même sucre diminuerait ainsi la sécrétion d'insuline et régulerait la glycémie tant chez les individus diabétiques que chez ceux n'ayant aucun problème de santé. Elle prévient l'ostéoporose et la fragilisation des os. Le calcium est présenté comme le nutriment pour une bonne santé osseuse, mais l'on néglige bien souvent le rôle de la vitamine D, des protéines aussi bien que du potassium pour prévenir l'ostéoporose. Les minéraux alcalins comme les sels de potassium présents naturellement dans la banane ont un effet protecteur sur la santé osseuse. Ainsi, la banane, riche en calcium, fer, hydrate de carbone, phosphore, vitamine A, B et C est une véritable arme thérapeutique. Elle prévient le déclin des facultés mentales et nous rend plus intelligents. On confère à la banane le pouvoir de booster nos performances intellectuelles. Et pour cause, la banane couvre un apport suffisant en magnésium, nécessaire à la transmission de l'influx nerveux.
et en vitamine B6 impliquée dans l'assimilation du magnésium pour le bon fonctionnement du système nerveux et la fabrication de neuromédiateurs dont la sérotonine qui influe sur l'humeur. Vous comprenez à présent d'où vous vient cette irrépressible envie de sucrerie lorsque vous vous sentez déprimé. De plus, le potassium contenu dans la banane vous rend plus alerte et plus concentré. Elle lutte contre le cancer des reins. La banane hisse au rang des aliments à fort pouvoir antioxydant. Ces actifs protègent les cellules contre les radicaux libres à l'origine de nombreuses pathologies, notamment le cancer du rein. Une étude menée en Suisse auprès de 61 000 femmes âgées de 40 à 76 ans, a démontré que celles qui consommaient régulièrement et en grande quantité des bananes, présentaient moins de risques de développer un cancer du rein. Elle lutte contre l'anémie. L'anémie se caractérise par une carence d'hémoglobine, cette molécule vitale qui transporte l'oxygène des poumons vers les tissus corporels. La banane est une précieuse source de fer qui contribue à la production de globules rouges et donc à soigner le trouble anémique. La banane plus énergétique qu'un Red Bull. Coup de pompe fringant, la banane est la collation par excellence pour les athlètes de haut niveau. Si vous êtes à la recherche d'une bonne source d'énergie, consommez de la banane qui a le mérite d'améliorer la performance physique. Une étude menée sur des cyclistes a démontré que les apports de la banane équivaudraient à ceux d'une boisson énergétique sans ses effets secondaires. En plus de fournir les glucides dont les muscles raffolent, la banane est une parfaite combinaison d'antioxydants et de vitamines nécessaires à l'organisme. Une banane par jour réduit le risque d'AVC. Un régime riche en bananes réduit le risque d'hypertension, d'accident vasculaire cérébral en plus d'être bénéfique pour la contraction musculaire et de ce fait pour notre oxyure. Réduisez vos apports en sel et mangez plus de bananes. Elle améliore le bien-être général. Il a été prouvé que les personnes qui consommaient exclusivement des produits transformés ont une prévalence accrue de symptômes dépressifs. La consommation de fruits, légumes et aliments complets aux propriétés anti-inflammatoires et antioxydantes jouant un rôle clé dans la régulation des émotions. Comme tous les autres fruits, que ce soit l'orange, le citron, les fruits ont beaucoup de contributions pour notre santé. La banane, nous venons de le suivre, lutte contre l'anémie, qui est la diminution des globules blancs ou rouges dans le sang, la diminution du sang dans le corps, la lutte contre le cancer des reins. La banane nous apporte le magnésium, le magnésium qui est une vitamine. C'est riche en vitamines. Donc voilà pourquoi nous vous conseillons souvent de manger bien, de manger bio, de manger du naturel pour votre bonne santé. Et il est aussi conseillé de manger au moins 5 fruits par jour. Donc si le matin vous avez déjà pris la banane après votre petit déjeuner, je dis bien après, parce que la banane c'est pas avant.
C'est comme un dessert, c'est après, ou la papaye après votre repas de midi. Et après, dans la journée, aux environs de 15 h par exemple, prenez une pomme à fruits. Après, vers 16 h, en orange, c'est pour votre bien-être. Si vous ne mangez pas convenablement, vous risquez de tomber constamment malade. Alors, passons à notre rubrique Disease. Dans le souci de vous informer sur certaines maladies et dans le souci de répondre à vos questions, à vos inquiétudes, nous sommes partis à la rencontre d'un monsieur, mais c'est une surprise. Avant que je ne décline son identité, suivez ce télémon. Je suis professeur titulaire des universités, directeur général du Centre national de référence de la drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso et chef du service d'hématologie au CHU de Brazzaville. Bon, c'est la deuxième année où on célèbre la journée mondiale de l'hémophilie, qui en principe est célébrée depuis près de 28 ans dans le monde. Évidemment, c'est une inattention de notre part, parce que l'hémophilie est une maladie rare. Vous savez, dans ce monde, il y a encore des maladies qui sont négligées. Qui sont négligées parce que les gens ne portent pas attention. Ce n'est pas parce que quelque chose est rare qu'il faut oublier. Vous savez que l'hémophilie, c'est une maladie qui touche dans le monde de près de 500 000 personnes sont porteurs d'hémophilie. Et au Congo, selon nos données statistiques, nous sommes à 68 patients répertoriés atteints d'hémophilie, dans leur forme sévère, madame. Parce que les formes modérées et les formes mineures, pour les dépister, il faut aller vers les patients, vers les familles pour prendre. Donc les chiffres que je vous donne, je n'ai pas dit ils sont faux, mais ils sont le reflet des formes sévères d'hémophilie. Donc il faut faire une ascension dans différentes familles, au niveau des arbres généalogiques pour déterminer au niveau des familles, puisque la maladie est transmise par les chromosomes, c'est une maladie génétique, pour avoir une estimation exacte de la fréquence de l'hémophilie. Donc selon les calculs qui sont faits par la Fédération mondiale d'hémophilie, au Congo on doit s'attendre entre 350 et 400 hémophiles. Eh bien, l'hémophilie c'est une maladie qui est une maladie de la coagulation. Donc pour le commun de mortels, c'est une maladie qui s'accompagne de saignement, donc d'hémorragie. Une personne qui est née saigne depuis l'enfance. Cette personne est souvent de sexe masculin. Parce que dans l'hémophilie, il y a deux formes. La forme congénitale, qui est la forme génétique. Celle-là est due à une mutation de gènes. Vous savez, l'organisme est structuré. Les mamans hémophiles ne sont pas symptomatiques, sauf si c'est l'hémophilie acquise. Dans la forme congénitale, les mamans ne sont que des conducteurs, c'est-à-dire elles hébergent le gène, mais le transmettent aux garçons. Parce que l'hémophilie n'est fait que par les garçons, la forme qui s'exprime. Il y a de cas rares où lorsque la maman porte dans les deux chromosomes X, le chromosome HH, qui peuvent parfois être symptomatiques, mais ce sont des cas rares. Mais cependant, lorsque moi je suis une femme, je sais que je suis conductrice. En principe, notre centre devait avoir les moyens de faire le dépistage avant la naissance de l'enfant qui va naître. Si c'est un enfant de sexe féminin, on ne s'inquiète pas. Dès le 3e mois de la grossesse, on connaît c'est un enfant de sexe féminin, donc il n'y aura pas de danger. Mais si l'enfant qu'on porte, c'est un enfant de sexe masculin, on doit bien vérifier si la maman, dans les chromosomes qu'il porte, a transmis un chromosome anormal pour donner un enfant qui serait un futur hémophile. Il y a moyen de faire ce diagnostic. Mais notre centre ici a été mis en place pour ça. Pour l'instant, nous sommes au début avec le centre. Lorsque nous aurons à faire ce qu'on appelle des analyses moléculaires, nous serons capables de dépister ces anomalies avant même la naissance. Qu'il s'agit de la drépanocytose, qu'il s'agit de l'hémophilie ou d'autres maladies rares, c'est notre vocation. Il faudra que dans les 2 années, ce système soit mis en place. Grâce aux appareils qu'on va commander, grâce au personnel qu'on doit former, grâce aux performances qu'on doit avoir pour être capable de faire ce qu'on appelle le dépistage tôt des maladies rares. Parce que ce sont des maladies chroniques, il faut les gérer dans le temps. Donc, vous devez les connaître à temps. Donc, c'est ça, c'est ce qu'on appelle le volet de la prévention. Donc, ça veut dire que si, dans la famille, on a identifié, dans les enquêtes que nous faisons, nous identifions des conductrices, c'est notre rôle de dire quel est le risque d'une conductrice de donner des garçons qui sont hémophiles. Ça, c'est notre rôle. Et par conséquent, on ne va pas seulement aller faire des rôles théoriques, il faut être capable de faire le dépistage.
Donc nous avons des armes pour le faire, mais il faudrait que lorsqu'on aura nos équipements, lorsqu'on aura des vaches, nous soyons capables de faire ce dépistage prénatal, parce qu'il ne faudra pas qu'on en parle théoriquement. Sinon la population perd mal. Moi je ne veux pas venir vous dire, donner l'espoir aux gens dans 1 année, 2 années, mais ça sera donc fait dans le cadre des perspectives du développement de ce centre, et nous n'hésiterons pas chaque fois à rappeler les besoins pour que nous puissions faire valoir une bonne politique de santé publique, puis préviennent les gens qui ont des maladies graves. Vous pouvez les prévenir, parce que pour prendre en charge, c'est lourd, et que l'éducation, la prévention, la promotion de la santé, ce sont des volets importants dans le cadre des maladies rares, et avec bien sûr le conseil génétique, nous donnons des conseils, parce que nous ne pouvons pas séparer des couples. Ce n'est pas notre rôle à nous. Nous, on donne des conseils aux couples. Voilà, on a fait des examens chez monsieur et madame. Voilà les risques qui existent pour les maladies génétiques à transmettre. Mais nous n'allons pas loin. Et que pour aller loin, il faudra avoir un laboratoire capable de faire le dépistage précoce. Il mange comme tout le monde. Tout ce qu'il est au problème, c'est le saignement. Il doit manger comme tout le monde, mais l'enfant doit apprendre à marcher. Il ne doit pas apprendre à marcher rapidement pour mordre sa langue. Hein? Surtout quand le repas est succulent. Parce que s'il mord la langue, il va saigner. Vous comprenez? Donc, il n'y a pas de particularité en termes de régime alimentaire. Le régime, c'est le régime d'un humain. Tout ce qu'on fait chez l'hémophile, c'est faire tout pour prévenir la survenue des hémorragies, les traiter précocement lorsque les hémorragies surviennent, prévenir et traiter les complications en cas d'hémorragie. Et en amont de ça, c'est le conseil génétique pour limiter aux familles à risque de perpétrer les formes sévères d'hémophilie dans leur descendance. Voilà, c'est ça ce qui est le gage, bien sûr, la politique de lutte contre l'hémophilie et les autres maladies héréditaires à la coagulation. Voilà, donc on distingue principalement des hémophilies congénitales, c'est-à-dire celles qui sont génétiques. J'ai dit dans l'organisme humain, nous avons une répartition chromosomique qui est faite que le sujet de sexe féminin porte 46 chromosomes. Et ces 46 chromosomes, on les appelle les autosomes, donc c'est XX. Alors que le sujet de sexe masculin, il a 46 chromosomes, les 2 derniers c'est XY. Alors, l'hémophilie, on les désigne par un petit gène H qui fait que le patient a un déficit. Il y a une mutation qui entraîne un déficit au niveau de certains facteurs de la coagulation. Le sang, pour qu'il coagule normalement, il faut certaines protéines importantes de la coagulation. Parmi ces protéines, il y a ce qu'on appelle le facteur 8, qui est le facteur anti-hémophilique grand A, et le facteur 9 en chiffres romains, qui sont désignés comme ça, on les enseigne comme ça, qui sont des facteurs anti-hémophiliques grand B. Alors, quand le déficit impacte sur le facteur 8, donc on appelle ça l'hémophilie grand A. Et lorsque ça impacte sur le 9, on appelle ça l'hémophilie grand B. Donc c'est génétiquement transmis de telle sorte que la femme, le sujet de sexe féminin, peut transmettre le chromosome anormal X pour lequel il y a le petit H, parce que la femme dans ce cas, elle est X, petit H, X, parce que c'est 2 chromosomes XX, avec un petit H qui prouve qu'il y a un déficit en gène hémophilique. Et l'homme peut être normal, il est XY. Vous comprenez? À partir de là, lorsque le couple donne un enfant de sexe masculin, cet enfant peut recevoir de la maman de façon croisée, soit un chromosome X avec un déficit H. À partir de là, quand il est combiné avec le Y que le papa donne, ça donne un garçon. Alors que, dans ces conditions, le chromosome de la maman domine celui du papa. Et quand ça domine celui du papa, le garçon hérite du déficit de l'hémophilie. Mais par contre, si on prenait le cas de figure où il y avait un papa qui est hémophile, qui porte XHY, puisque c'est ça, sa structure chromosomique. Lorsque le papa donne naissance à une fille, il ne peut pas donner le chromosome Y à la fille, puisque le Y c'est pour les garçons. Il donne le XH, il peut donner ça avec le X qui prouvait la maman de façon croisée. Ça donnait des gens qui portent le gène H, mais qui ne font pas l'hémophilie, mais qui sont ce qu'on appelle des conductrices. Conductrices, ça veut dire qu'ils hébergent le gène anormal, l'anomalie, et la transmettent lorsqu'il faut donner naissance à des garçons. Je crois qu'on se comprend là. C'est un peu technique et difficile, mais je vais vous expliquer pour qu'on comprenne comment cette maladie se transmet.
Mais par contre, il existe dans près de 2% des cas des formes rares, dont des gens qui ne sont pas nés avec anomalie, mais ce qu'on appelle des formes acquises de l'hémophilie. Ça veut dire qu'ils vivent, ils ont 30, 40, 50 ans, et au cours de leur vie, ils fabriquent des anticorps par une maladie X qui peut apparaître, et à partir de là, que ça peut être une maladie virale, que c'est un cancer, que c'est une maladie qu'on appelle une maladie du système immunitaire, à partir de là, ils produisent des anticorps qui peuvent s'attaquer encore à ces facteurs de l'hémophilie, qui sont normaux chez le sujet. À partir de là, quand ça attaque à ces facteurs, ça bloque ces facteurs qui ne peuvent plus agir. Mais quand ces facteurs n'agissent plus, la coagulation ne se fait pas normalement et la personne commence à saigner anormalement. C'est ce qu'on appelle les formes acquises de l'hémophilie. Donc voilà un peu ce que je veux structurer. C'est un peu difficile à expliquer pour le commun des mortels. Il faut comprendre que c'est une maladie génétique dans près de 99% des cas. Elle est transmise de père en fils. Vous savez, dans nos régions, au Congo, ici, dans notre département, il y a 2, 3, 4 générations, 5 générations, il y avait des mariages consanguins importants dans certains départements, où parfois des cousins se mariaient avec des cousines, ou parfois dans une seule famille, vous trouvez dans l'histoire que les gens avaient des liens de parenté mais se mariaient. Mais c'est ça le danger des mariages consanguins. Parce que le mariage consanguin, il fait perpétrer les maladies génétiques. Et ce que nous subissons n'est que la conséquence de cela. Et que c'est la raison pour laquelle on a eu un peu plus d'hémophiles qui sont dans certaines formes de population. Je ne vais pas ici stigmatiser au cours de votre émission les différentes tribus du Congo, mais sachez qu'il y a certaines tribus pour lesquelles ces maladies génétiques sont plus fréquentes que d'autres. Ça, c'est les constats que nous avons ici. Et à partir de là, tout cela, quand vous interrogez, vous partez, 2e, 3e génération, vous trouvez quelque part que les gens étaient liés parentalement. Ou les gens, quand ils proviennent du même village à l'origine, et à partir de là, il est possible que dans ces villages, il y ait des barrages consanguins qui étaient là. Et à partir de là, vous voyez, si vous prenez le Congo par rapport à l'Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus d'hémophiles. Parce qu'en Afrique de l'Ouest, les gens se marient dans leur famille. On les trouve. L'oncle est là, il marie la nièce. La nièce est là, il marie la cousine, le cousin. Ça se passe comme ça là-bas. C'est pour ça que chez eux, c'est plus important que chez nous en termes d'ascendance dans ce cas de ces maladies. Donc c'est ça l'hémophilie. Donc les symptômes de l'hémorragie, c'est l'hémorragie. L'hémophilie, c'est l'hémorragie. L'hémorragie, comment on peut dépister ces hémophiles? Mais il faudrait que ça soit la forme sévère. La forme sévère, l'hémophilie, c'est que lorsque le déficit dans ce facteur de coagulation est chiffré en dessous de 1%, c'est le cas de la plupart de nos patients, c'est cette forme sévère. Que se passe-t-il? Le garçon à la naissance, on l'amène pour faire la circoncision, il saigne anormalement et on découvre la maladie. Ou alors on veut lui enlever des amygdales, il saigne anormalement. Ou alors l'enfant qui apprend à mâcher, il fait balancer le morceau de manioc ou de pain de la bouche, il mange la face interne de la joue, il saigne anormalement. Ou lorsque l'enfant commence à apprendre à marcher à 4 pattes, il tombe, il saigne des articulations gonflent. Ou alors, tardivement, c'est à l'occasion des interventions chirurgicales qu'on peut trouver. Ou à l'occasion d'un traumatisme qui est induit soit par un accident ou par quelque chose. C'est dans ces conditions qu'on peut dépister, ici chez nous, les formes sévères. Mais le danger, c'est que les formes modérées, dont le pourcentage du facteur déficient est entre 1 et 5%, et les formes légères, dont le pourcentage varie entre 5 et 30-40%, ça, pour les dépister, il faut attendre que le patient ait un accident hémorragique majeur. Donc, l'hémophile, son problème, c'est le saignement. Le saignement touche quoi? Surtout les articulations, les muscles, ça peut aussi toucher l'intestin, ça peut toucher les voies urinaires, et plus grave, lorsque les symptômes ne sont pas connus, ça touche l'intérieur du cerveau. Parce que le cerveau, l'enfant, il vient, il dit uniquement qu'il vomit, ou il dit qu'il a mal à la tête, ou il dit qu'il n'arrive plus à supporter l'éclat de la lumière. Il y a certains symptômes comme ça qui vont attirer l'attention, spontanément. Mais ça, c'est parfois mortel si on ne prend pas attention. Donc, le langage que nous, on doit adopter, c'est que l'accident vasculaire cérébral qu'on appelle AVC chez nous, il touche les adultes parce que ces gens ont l'hypertension, ont le diabète, ont des facteurs comme le stress qui font qu'ils puissent faire l'AVC. Mais sachez que chez nous qui gérons les maladies génétiques, que ce soit au cours de la drépanocytose, que ce soit au cours de l'hémophilie encore plus grave, l'enfant peut faire un AVC. Ça veut dire qu'il fait un accident hémorragique dans la tête, il peut mourir d'hémorragie cérébrale
Tout simplement parce qu'il porte une maladie grave au niveau de la coagulation. Voilà un peu résumer l'hémophilie, comment il se transmet. C'est difficile à comprendre parce qu'il faut un tableau pour vous exhiber comment ça se transmet. Parce que tel que je dis, je ne suis pas sûr que le communautaire comprenne. Le communautaire comprend c'est une maladie qui est génétique, qui est transmise par des gènes, qui sont portés par la maman et chez le papa, qui dans la descendance transmettent le gène anormal lorsqu'ils ont un enfant de sexe masculin. Et c'est l'enfant de sexe masculin qui aura la forme symptomatique de l'hémophilie selon le décret que je vous ai défini, que ce soit des formes sévères, des formes modérées ou des formes mineures. Par contre, sachez que les formes mineures, nous ici au centre, nous sommes obligés de faire des enquêtes approfondies chaque fois qu'on est hémophile pour essayer d'interpeller toute la lignée parentale, les collatéraux, pour rechercher à voir si on peut trouver dans la famille des formes hémophiles modérées ou mineures qui se cachent parce qu'il est important de les prendre en charge. C'est ce que j'ai essayé de vous définir. L'hémophilie, c'est le saignement, c'est l'hémorragie. L'hémorragie, c'est le principal symptôme. Donc, à la naissance, je vous ai dit, à l'occasion de la circoncision, l'enfant saigne, on découvre. Quand l'enfant apprend à marcher, il saigne de la bouche, on découvre. Quand on amène l'enfant chez le dentiste, on ne connaissait pas, on va toucher la dent, il saigne, on découvre. Ou alors, lorsque l'enfant apprend à marcher à quatre pattes, il tombe, les articulations qui sont les plus atteintes vont donc gonfler et à partir de là, on trouve la maladie de l'hémorragie. Mais par contre, il peut y avoir des signes d'hémorragie majeure qui peuvent atteindre d'autres sites, comme l'intestin, comme le rein, et plus grave au niveau du cerveau, comme je vous ai dit, ça peut se manifester sur l'accident vasculaire cérébraux. Attention, à côté de l'hémophilie, il y a une autre maladie qu'on appelle la maladie de von Willebrand, qui est 5 fois plus fréquente que l'hémophilie dans notre pays. Celle-là touche et le sexe masculin et le sexe féminin. Chez le sexe féminin, c'est souvent les règles. La plus jeune fille, les premières règles sont abondantes. Parfois, on doit l'amener à être transfusée. Ou alors, la maman qui vend du coco au marché, elle va se couper, saigne anormalement, elle attache le truc, mais ça ne s'arrête pas. Ou alors, l'enfant chez qui on doit enlever les amygdales, on trouve que ça saigne. Ou au cours d'une intervention chirurgicale, on trouve que ça saigne. Donc, voyez-vous, les problèmes des maladies hémorragiques, il y en a beaucoup. Ou alors, une dame qui va accoucher, qui ne connaissait pas qu'elle avait un déficit, après l'accouchement, elle fait ce qu'on appelle une hémorragie de la délivrance, donc après que l'enfant soit sorti, elle saigne anormalement, et à partir de là, on dépiste des anomalies. Donc, ces anomalies de la coagulation sont fréquentes chez nous. On les sous-estime parce qu'on ne les cherche pas. Bon, moi, je n'aime pas ces termes curable ou incurable parce que quand une personne atteint 80 ans avec l'hémophilie, je ne peux pas parler de terme curable ou incurable. C'est une maladie chronique qui nécessite une prise en charge précoce, un suivi régulier et des médicaments. Et un personnel bien préparé, bien entraîné pour soigner ces maladies, pour les dépister d'abord, pour les bien soigner. Parce que lorsque le patient est pris en charge correctement, grâce aux moyens actuels, il vit comme un sujet normal. Mais ça ne le met pas à l'abri de faire des grosses catastrophes hémorragiques. Il peut faire des complications qui sont liées à la maladie. Les complications qui sont liées au fait qu'il est beaucoup transfusé, il peut recevoir du sang contaminé par les produits sanguins par inattention. C'est possible. Il peut faire des infections virales comme l'hépatite B, l'hépatite C, ou parfois même le VIH si le sang n'est pas bien traité. Ou alors il peut produire ce qu'on appelle des inhibiteurs. Des inhibiteurs, c'est quoi? Au fur et à mesure que la maladie se développe, l'enfant développe un anticorps qui commence à empêcher tout traitement. À partir de là, c'est le suivi qui va le déterminer. Parce que si vous suivez un enfant hémophile, vous ne faites pas attention pour dépister qu'il a un inhibiteur, mais tous les traitements que vous donnerez ne marcheront pas. C'est la raison pour laquelle, si tout cela est contourné, si l'enfant a un suivi pluridisciplinaire, avec donc des hématologues qui suivent l'enfant, des médecins généralistes qui suivent l'enfant, des infirmiers qui peuvent bien piquer l'enfant normalement, une assistante sociale qui accompagne l'enfant sur le plan psychosocial, avec une bonne insertion scolaire, une école qui comprend avec sa maîtresse ou son maître que cet enfant est hémophile, il ne faut pas le taper, il ne doit pas faire des sports violents. Il est important également qu'au niveau professionnel, ces gens qui sont atteints de cette anomalie doivent travailler comme tous les sujets normaux, sauf qu'il doit avoir un plan professionnel dressé pour eux, qu'ils assurent une retraite paisible. Et ce qui peut gêner, c'est lorsqu'on a vieilli, quand il y a d'autres maladies qui s'ajoutent, c'est ce qu'on appelle le phénomène de comorbidité. Donc, on est hémophile, on souffre de la tension, c'est dangereux parce que la tension fragilise les vaisseaux sanguins, donc le risque de saignement existe. On est hémophile, on peut avoir le diabète, donc il faut bien suivre. On est hémophile, on peut avoir des articulations autres qui ont vieilli, qui font mal,
Tout ça, il faut suivre. Ça, c'est la comorbidité, c'est-à-dire l'association de l'hémophilie et d'autres maladies, ce qui témoigne que les sujets hémophiles peuvent vivre longtemps comme tout. Une maladie rare, c'est par rapport à la fréquence qu'on définit. Je prends un exemple, madame. Les maladies rares, ce sont les maladies, théoriquement, hein, en termes de santé publique, qui touchent moins de 5% de la population. Théoriquement, c'est ce qu'on dit. Or, ce phénomène rare est à relativiser par rapport au contexte. On a dit l'hémophilie, dans le monde, près de 500 000 personnes vivent avec l'hémophilie, c'est une maladie rare. Le monde a des milliards en population. Donc, s'il n'y a que 500 000 qui font une maladie génétique comme celle-là, ça veut dire qu'elle est rare. Il faut la chercher. Alors, si vous prenez la drépanocytose, par exemple, par rapport au centre que nous avons ici, la drépanocytose touche 25% des Congolais, le trait S. On ne peut pas dire ça, c'est rare au Congo. Est-ce que vous comprenez? Mais si vous prenez la drépanocytose ou elle est plantée en Australie, c'est une maladie rare. Donc, la rareté, elle varie selon donc la répartition géographique, selon la fréquence du gène au niveau d'une population et selon beaucoup de facteurs. Mais c'est une maladie rare et notre centre ici, c'est un centre qui est spécialisé pour les maladies rares. Bon, je crois que Madame la ministre l'a dit ce matin à juste titre, il faut leur donner l'espoir. Nous nous battons en ce moment parce qu'il y a une grande fédération qu'on appelle la Fédération mondiale de l'hémophilie, qui s'est organisée et qui est en train de vaincre les barrières. Est-ce que vous savez, c'est grâce à la Fédération mondiale de l'hémophilie que nous avons à soigner gratuitement nos patients hémophiles. Parce que les produits qu'il faut utiliser pour l'hémophilie coûtent très cher. Un Congolais ne peut pas poursuivre ce traitement lui-même. Parce que par semaine, un traitement coûte 500 000 francs CFA. Alors, ce sont des facteurs qui ont fait l'objet de beaucoup de recherches. Pour l'instant, la fédération nous donne ces facteurs gratuitement. Mais il faudra qu'à terme, avec les ambitions du gouvernement, il faut faire de telle sorte que ce traitement ne s'arrête pas. Puisque quand ils ont fini de donner, il faudra nous payer. Donc c'est la raison pour laquelle le plaidoyer que la fédération fait en ce moment, c'est pour baisser les coûts des médicaments pour les hémophiles, pour que ces médicaments soient accessibles. Dans le programme de 3 ans pour lequel nous sommes avec la Fédération mondiale de l'hémophilie, il faudra qu'à partir de l'année prochaine déjà, nous réfléchissons quel système il faut pour subventionner les produits de l'hémophilie. Parce qu'imaginez-vous ces enfants qui sont actuellement âgés de moins de 2 ans, d'autres de 10 ans, d'autres 14 ans, d'autres plus âgés, qui prennent les traitements. Est-ce qu'on peut arrêter leur traitement? Non. C'est un crime de savoir que ce patient vit, il a tel déficit. Il faut lui donner un traitement pour compenser ce déficit. Est-ce que vous pensez que c'est éthique à un moment de dire non, on n'a plus d'argent, on coupe le traitement? Alors qu'est-ce qu'on va faire alors quand ils vont avoir des complications graves, des saignements graves? C'est la raison pour laquelle nous tenons toujours à notre centre ici à faire de telle sorte que nous soyons la référence, que nous transmettons cette situation au pouvoir public et nous espérons que dans 2 années, nous aurons une couverture sanitaire universelle au pays. Parce que la couverture sanitaire universelle permet de résoudre beaucoup de choses. Ce principe de solidarité fait que les médicaments qui sont vendus au Canada, en France, en Norvège, aux États-Unis et actuellement au Maghreb et en Afrique du Sud, à des coûts que nous trouvons chers, mais sont subventionnés dans le cadre de l'assurance maladie universelle. Et la couverture sanitaire universelle peut être une stratégie importante qui permettra aux patients hémophiles, quand la Fédération mondiale hémophilie aura cessé de nous apporter son appui, de bien assurer la continuité des soins, parce que la continuité des soins est importante pour ces patients hémophiles. Nous avons parlé de l'hémophilie qui est une maladie rare parce qu'il y a peu de gens qui sont atteints de cette maladie ici au Congo. Donc la rareté, c'est par rapport au nombre de personnes qui souffrent de cette maladie. Le docteur vient de nous le dire. C'était là le docteur, le professeur titulaire des universités, Elira Alexis Dokekias. Il est chef de service hématologie, directeur général du centre de drépanocytose Antoinette Sassou Nguesso au CHU. Si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, n'hésitez pas de nous envoyer un SMS au 06 972 45 04 et notre WhatsApp, il est disponible 24 heures sur 24 pour répondre à vos préoccupations, pour répondre à vos suggestions. Après Disease, c'est cosmétique.
cosmétique est une rubrique qui vous donne des conseils vestimentaires, des conseils, des astuces beauté, des traitements de la peau et bien d'autres. Donc, c'est pour le bien-être, c'est pour la bonne forme. Je vous laisse découvrir ceci. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et je vais vous partager un soin au miel pour avoir une belle peau. C'est-à-dire, on va utiliser le miel bio 100% naturel. Le miel, on peut l'utiliser mélangé avec des autres ingrédients 100% naturels pour fabriquer des soins faits maison 100% naturels. Mais aussi, on peut l'utiliser tout seul pour traiter les imperfections qu'on a sur la peau. Et aujourd'hui, je vais vous partager comment utiliser le miel tout seul pour traiter les imperfections qu'on a sur la peau comme les rides et les boutons d'acné. Le miel a de nombreux bienfaits pour notre peau. D'abord, le miel est riche en antioxydants et cela veut dire qu'il est très efficace pour combattre les rides, pour les prévenir, mais aussi pour les retarder. Et ensuite, le miel est antibactérien et cela veut dire qu'il est très efficace pour combattre les boutons d'acné qu'on a sur la peau. Et à part ça, le miel est riche en vitamines, plusieurs vitamines et aussi en minéraux. Et grâce à sa forte teneur en vitamines et en minéraux, ça laisse notre peau toute douce et lumineuse et radieuse. Comment alors appliquer le miel tout seul sur notre peau pour avoir une belle peau? D'abord, il faut nettoyer le visage avant de l'appliquer sur notre peau. Et ensuite, une chose qui est très importante, avant de l'appliquer sur notre peau qui est déjà propre, il faut ouvrir les pores. C'est dans le but de faire pénétrer le produit en profondeur. Il y a 3 façons pour ouvrir les pores. Première façon, on peut mouiller notre visage avec de l'eau tiède et après on essuie avec une serviette de bain et on peut l'appliquer ensuite le miel sur notre peau. La deuxième façon pour ouvrir les pores, on peut faire un bain de vapeur. La troisième façon pour ouvrir les pores, on peut mouiller une serviette de bain qui est propre avec de l'eau chaude et il faut l'essorer bien et ensuite on l'applique sur notre peau pour ouvrir les pores. J'ai déjà partagé une vidéo qui parle de tout ça et pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, si ça vous intéresse, je laisse ici le lien et comme ça, vous cliquez juste là pour pouvoir regarder la vidéo. Et donc, maintenant, je vais appliquer sur mon visage le miel. Là, j'ai rien sur ma peau et aussi j'ai déjà nettoyé ma peau. Et donc, je vais appliquer le miel. Mais avant d'appliquer ce miel, pour ouvrir les pores, je vais mouiller cette serviette de bain qui est propre à l'eau chaude. Je vais appliquer cette serviette de bain mouillée de l'eau chaude sur ma peau quelques secondes pour ouvrir les pores. Je vais aussi appliquer sur le cou parce que je vais appliquer le miel sur mon cou.
Maintenant, je vais appliquer le miel. Là, il ne me reste pas beaucoup, hein. Je vais appliquer le miel. Moi, j'adore faire ce soin parce que c'est très facile à réaliser. Et en plus, ça ne coûte pas cher. Et ça laisse une belle peau. Il ne faut pas appliquer beaucoup de miel sur la peau parce que sinon après, ça va couler partout. Et donc juste un petit peu. Voilà. Maintenant, je vais appliquer sur mon cou. Si vous avez des boutons d'acné, vous pouvez faire ce soin. Si vous voulez aussi combattre les rides, vous pouvez faire ce soin. Mais même si vous n'avez pas des boutons d'acné, même si vous n'avez pas encore des rides, vous pouvez faire ce soin pour avoir un joli teint, un teint lumineux, une peau toute douce. Voilà. Et il faut laisser agir le miel sur la peau pendant environ, moi je laisse 30 minutes, mais normalement on laisse 20 minutes. Et après, il faut rincer à l'eau froide. Ce soin au miel, il faut le faire une fois par jour pendant une semaine. Ça, c'est obligatoire. Mais après une semaine, si vous voulez continuer à faire ce soin, vous pouvez le faire, il n'y a pas de problème. Mais aussi, si vous voulez arrêter le soin après une semaine, il n'y a pas de problème. Donc, vous pouvez faire ce soin tant que vous voulez, il n'y a pas de problème. Mais, testez avant d'appliquer le miel sur votre peau, parce qu'il y a certaines personnes qui sont allergiques au miel. Même si le produit est 100% naturel, il est possible que certaines personnes sont allergiques à certains produits. Donc, je vous conseille de tester d'abord pour savoir si vous êtes allergique au miel ou non. Si vous n'êtes pas allergique au miel, tant mieux, parce que vous allez avoir une belle peau utilisant le miel tout seul, comme je viens de vous montrer. Maintenant, je vous laisse et je reviens pour vous montrer comment est ma peau après avoir appliqué le miel. Je viens de rincer ma peau à l'eau froide et maintenant je vais appliquer mon tonique et après mon sérum et ma crème hydratante qui sont tous des produits faits maison 100% naturels. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve le samedi prochain si j'ai le temps. Le miel combat les rides, vous donne un joli teint et il combat les boutons, les acnés, hein, combat les boutons, ce que nous appelons boutons.
Donc, utilisez le miel au moins une fois dans la semaine. Si vous avez des questions, vous avez des suggestions, ou si vous voulez avoir l'élément en entier, écrivez-nous sur notre WhatsApp et vous verrez ces éléments à votre disponibilité. Faire du sport, c'est éviter de tomber toutefois malade. Exercice sportif pour la bonne forme, tel est le nom de notre dernière rubrique. C'est parti. Faire du sport, c'est aussi se sentir bien dans sa peau, hein, se sentir bien avec le physique que Dieu vous a donné. Vous allez vous sentir léger, vous allez vous sentir bien. Donc le sport contribue non seulement à votre bonne santé, mais aussi à votre bien-être. Alors, sans plus tarder, je vous propose de suivre. Bonjour et bienvenue sur Tout Comment. Aujourd'hui, nous allons faire une série d'exercices pour travailler les abdominaux et donc pour obtenir un ventre plat en peu de temps. Donc, commençons. Donc, le premier exercice se fait donc au sol. Vous allongez donc dans cette position, genou fléchi. Donc, surtout, il faut faire très attention à la position de votre dos. En effet, vous ne devez pas normalement avoir un espace entre votre dos et le sol. Donc, pour bien positionner votre dos, il y a une astuce. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est rentrer complètement le ventre pour qu'il touche, puis aller dans le sens inverse. Et donc faire ceci, mais à chaque fois, vous réduisez votre mouvement. Donc de moitié, hop, et puis encore une fois, mais d'un quart. Et là, vous arrivez à la bonne position où votre dos sera bien droit et vous n'abîmerez pas vos dorsaux et votre colonne vertébrale en faisant ces exercices d'abdominaux. Ceci, en effet, en étant très bombé ou très cambré, peut vraiment endommager votre corps. Donc surtout, faites bien attention à ça pendant vos exercices. Donc maintenant, une fois que vous êtes bien en position, donc commençons l'exercice. Donc mettez-vous comme ceci, genoux fléchis, et ramenez les jambes vers vous, puis vers le sol, sans toucher le sol, comme ceci. Donc 20 à 25 répétitions. Surtout, faites attention à vos cervicales et au haut de votre corps qui doit être bien libre. Hein, ne levez pas la tête. Soyez bien détendu jusqu'au niveau des épaules. Et donc, travaillez les abdominaux du bas, en fait, avec cet exercice qui, généralement, est la zone que l'on veut travailler. L'exercice numéro 2 donc, est assez similaire, sauf que vous avez les jambes donc, tendues. Et ce que vous allez devoir faire, c'est lever vos fesses vers le plafond. Donc, surtout, c'est des mouvements, c'est vers le haut. Donc, vous devez essayer de viser le plafond et non ramener vos jambes vers vous, comme ceci. Donc, c'est des petits mouvements. Soyez bien droit vers le plafond, pieds en fléchi. Et voilà. Donc, faire 20-25 répétitions. Maintenant, cet exercice, vous aurez besoin d'une chaise ou d'un canapé. Vous donc posez vos mollets bien sur la chaise, pieds fléchis, et vous allez devoir donc lever le haut du corps, vider l'air de votre ventre, contractez bien les abdominaux et montez. Donc 20 répétitions.
Surtout, ne serrez pas les bras, ne contractez pas votre cou et toute cette zone du haut. Donc surtout, l'astuce pour ne pas s'abîmer les cervicales, c'est de regarder le plafond. Comme ça, vous travaillez les abdominaux, mais sans forcer sur vos épaules. Donc maintenant, un autre exercice. Donc, ce que vous devez faire, mettez-vous allongé dans cette position et vous allez contracter donc les deux parties du corps, la partie haute et basse, travaillent en même temps, comme ceci. Les pieds ne doivent pas toucher le sol. Et faites 20 à 25 répétitions. C'est vraiment très très bon. Ça vous fait travailler les abdos supérieurs et inférieurs. Passons à l'exercice suivant. Donc maintenant, nous allons faire des abdominaux en alternant, en allant sur le côté. Donc mettez-vous dans cette position, jambes fléchies l'une sur l'autre. Donc, avec le bras opposé à la jambe pliée, vous allez aller en direction de cette jambe. Donc, mettez-vous comme ceci et faites ce mouvement. Voilà. Surtout, passez la main sur le côté de la jambe. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait 20-25 répétitions, passez à l'autre jambe et ça vous fait travailler les abdominaux supérieurs et latéraux. Donc maintenant, nous allons faire des abdominaux debout. Et oui, ça existe. Donc mettez vos mains derrière la nuque et simplement tournez votre buste. Donc ça vous fait travailler les abdominaux latéraux. Surtout, serrez vos abdominaux, rentrez-les bien. Et tournez comme ceci. Donc c'est un très bon exercice pour les latéraux et vous pouvez accentuer le mouvement si vous vous mettez avec les bras comme ceci. Ce sera un mouvement un peu plus dynamique et les mains derrière la nuque, l'exercice est un peu plus doux. Maintenant, un autre exercice que vous pouvez faire debout. Donc, vous allez vous pencher sur le côté pour travailler les abdos latéraux. Donc, les bras bien tendus au-dessus de vous. Soufflez, expirez l'air que vous avez. Serrez vos abdominaux, rentrez-les avec beaucoup de force. Et penchez-vous vers un côté comme ceci. Et restez 3 secondes. Revenez en position. Et de l'autre côté, 1, 2, 3. Et revenez. Donc, vous pouvez vraiment faire 15 à 20 répétitions, 3 séries. Et c'est très bon pour les latéraux. Vous pouvez aussi faire une variante ou compléter après vos 3 séries. Donc, faire ceci, mais rajoutez ce mouvement. Puis revenez en position initiale. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Revenez. Et revenez au centre. Donc c'est très 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 bon pour les abdominaux latéraux. Et donc j'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à regarder nos autres vidéos sur notre chaîne Tout Comment. Ce sont là les exercices pour vous aider à avoir un ventre plat, pour vous sentir bien dans vos habits, pour avoir un bon physique, une bonne morphologie et pour être élégant surtout quand vous habillez. Donc, si vous voulez faire la promotion de votre structure, votre salon de beauté, salon de coiffure, votre clinique, n'hésitez pas de nous contacter au 06 972 45 04. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je fais des big coucou à
Chris Joy, qui est notre réal de tout le temps, à Blood, plutôt Polange, qui est à la régie finale, à mon esthéticienne Virginie Mbumba, à toute la famille Yondo et à vous, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. N'hésitez pas de nous envoyer vos SMS sur notre WhatsApp qui est là, disponible 24 heures sur 24 pour répondre à vos questions, pour répondre à vos suggestions. Je n'oublie pas le docteur Combs, l'international qui est en ce moment à Pointe-Noire, puisqu'il est là pour répondre à vos préoccupations. Il est cosmétologue. Si vous voulez avoir des conseils, retrouvez le docteur Combs au 116 de la rue Franceville à Mongali. Retrouvez la rediffusion de ce numéro jeudi à partir de 16h pile. Et moi, je vous aime beaucoup. Portez-vous bien. N'hésitez pas de nous contacter. Ciao, ciao. C'est quoi?